Alors, clair amour, ça tu le sais plus ou moins consciemment, mais c'est important de l'avoir en tête. La base du sommeil et de tout ce qu'on fait, tout simplement. Vu qu'il n'est jamais fatigué. Non, non, quand même pas trop, hein. Alors rassurez-vous, on va vous expliquer la bonne routine à adopter pour vous endormir en un claquement de doigts. Et pour y arriver, il faut d'abord respecter notre fameux cycle circadien. Stan, Oui. qu'est-ce que c'est que ça donc? Ah bah Notre alors, le rythme. cycle circadien, c'est cette Circadien. horloge interne de 24 heures qui dicte nos horaires d'éveil Voilà, et de le repos. rythme En gros, circadien. quand la lumière Comme du ça jour qu'on dit. pointe le bout de son nez, notre corps sécrète du cortisol pour nous maintenir éveillés. Et quand la nuit tombe, et les températures avec, c'est le signal pour notre organisme qui sécrète la mélatonine, l'hormone du repos, afin que l'on puisse dormir. Pour un sommeil profond et réparateur, il faut donc écouter ce cycle naturel Oui. en adoptant des gestes simples. Par exemple, apprenez que ce n'est pas tant la durée du sommeil qui compte, mais la durée d'éveil. Pour s'endormir en 2 secondes chrono, 17 heures d'éveil par jour sont nécessaires pour maintenir une bonne pression de fatigue qui vous assure un sommeil de plomb quand vous vous mettez au lit. Bien sûr, on évite les écrans et toutes les lumières bleues qui reproduisent à l'identique la lumière du soleil en envoyant une mauvaise information à notre cerveau qui pense encore être en plein jour. Enfin, on fait du froid son ami, car la fraîcheur, C'est important, le ça. signal attendu par notre corps pour faire dodo. En ce sens, il faut se coucher dans une chambre froide, à 19 degrés, Maximum. nu et en chaussettes de préférence, Maximum mais aussi 19 degrés. éviter tout ce qui fait grimper votre température corporelle, comme le sport après 17 heures ou les bains chauds. Voilà, Bon, tout ça. La chambre froide, c'est pas la chambre du boucher. Non, on entend bien, évidemment. non mais c'est Évidemment. plutôt Alors, 17 Sylvie, ou Royan Parola, 18, 19, c'est chaud déjà. vous pouvez que valider ces conseils, que l'on pourrait Voire résumer 15 en au moins. phrase. Le sommeil se Elle est prépare psychiatre, pendant la journée. spécialiste Absolument. du sommeil. C'est pendant la journée, la façon dont on va vivre. Et il y a deux clés qui sont Psychiatre, très médecin du importantes. sommeil. C'est le fait de bouger, enfin d'avoir une activité physique pour faire un fort Docteur contraste Sylvie entre Royan. le jour et la nuit. Par, Et le deuxième, c'est d'être exposé à la lumière naturelle. Et ça, on n'y pense pas, notamment en hiver, là où il y a ces journées qui sont très restreintes, de sortir au moins le midi pour voir un peu la lumière du jour et pour que ça donne un signal à notre cerveau. Et pas qu'il forcément. fait jour et à la différence de la nuit. C'est qui mieux. va arriver plus tard. Si on Ça, sort, c'est mais pas très, forcément. très important. Ensuite, effectivement, il va falloir, à proximité du sommeil, 1 heure avant, Se conditionner. se conditionner, disons, avoir des rituels et puis se mettre dans une situation un peu où on désinvestit tout ce qui touche notre activité normale, tout ce qui touche les soucis. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on fait rien, mais on fait des choses qui sont agréables, sans écran, et ensuite on va se coucher C'est vrai que ça aide, pour dormir. les repas Sylvie, réguliers. parmi les autres conseils que que vous donnez pour dormir à point fermé, avoir des horaires de lever réguliers. Yeah. Donc ça veut dire que la grasse mat du week-end pour rattraper Les la dette repas, de les sommeil levées. accumulée pendant la semaine, c'est une fausse bonne idée, même si vous êtes plus flexible que vos collègues, j'ai l'impression, sur le sujet. Oui, alors effectivement, la régularité des horaires va permettre à notre horloge biologique de bien être calée sur un rythme bien maintenu et bien constant. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus tendance le week-end à se lever beaucoup plus tard. Quand je dis beaucoup plus tard, c'est pas 1 heure ou 2 heures, c'est 4 heures, 5 heures plus C'est tard. ça, donc on passe de 7 heures la semaine à midi. Voilà, on le fait un week-end. Paris-New York. Du coup, on appelle ça le jet lag social. Et en fait, on est beaucoup plus fatigué le lundi, le mardi, quand on fait ce genre de choses, que si on maintient un rythme à peu près régulier. Et donc, ce qui veut dire que le week-end, on peut rattraper un peu, se faire plaisir en dormant 1 heure, 2 heures de plus, mais pas plus que ça. D'accord. Dernier conseil à appliquer pour mieux Et dormir. puis, avec cette émission qui est le week-end à 9h, le samedi à 9h40, ce matin à 9h, il y a Alliance qui m'appelait. Donc, j'étais réveillé, je me réveille à 7h en général. Donc voilà, c'est important d'avoir des horaires réguliers, tant du lever que du coucher, que des repas. Et le dernier, je m'en souviens plus, mais c'est une rediffusion. Connaître sa carte d'identité du sommeil. Alors, c'est pas Oui, un ça, c'est quel type de Certaines dormeur on personnes est. sont des lève-tôt et Oui, d'autres voilà. des couches C'est ce que je disais au tard. début. C'est inscrit dans nos gènes. Claire On chérie. parle de chronotype. En prenant Oui, c'est connaissance vrai. de notre personnalité du sommeil, on peut adapter nos horaires de lever et de coucher selon nos besoins, selon... C'est une des premières questions du que je t'ai soir posées. ou du matin. Plus Et clair, rien chérie. n'est Si c'était figé. plutôt du soir ou du Nos besoins matin. de sommeil évoluent suite à un changement de mode de vie. Tu m'as pas répondu. Ça peut être lié à l'âge ou bien aux variations hormonales. Alors Sylvie, Royan, Parola, est-ce que c'est bien le cas? C'est vrai? Il y a des Ah oui, couches Moi, je tard et suis des lion. lève-tard et c'est presque Lave génétiquement, tôt, besoin de sommeil moyen. inscrit dans notre Mais organisme. toi, je sais pas. Connaître Claire son chérie. sommeil et son type de sommeil est vraiment très important. C'est-à-dire En tout cas, quelqu'un un- qui est normalement couche tard et un ascendant, qui t'es va vouloir lionne. se dire bah tiens,
je vais me coucher tôt parce que il Et faut que je dorme, Gémeaux, il va ascendant être dans Lion. l'incapacité de s'endormir correctement. Et si c'est quelqu'un qui est plutôt avec des besoins de sommeil qui sont restreints et qui va essayer de dormir plus, on parle souvent du cas contraire, hein, mais dans ce cas-là, il ne va pas pouvoir dormir. Et dans un couple, ça peut arriver, vous pouvez avoir l'un qui va avoir besoin de 8 heures ou 9 heures de sommeil et l'autre qui a un réel court dormeur. Pas quelqu'un qui se met en privation de sommeil, mais quelqu'un qui au bout de 5 heures est en forme. Ça arrive aussi. Donc on peut respecter son sommeil si on ne fait pas de bruit quand on va se coucher plus tard que l'autre et ou quand on se lève plus tôt que Tu sais que l'autre. souvent je me Pour couche avant finir, toi, j'aimerais père revenir chéri. sur une des demandes Chez que toi vous ou chez moi. formulez dans votre livre à l'égard des pouvoirs publics. Donc je suis couche Vous tôt, appelez toi à tu es peut-être une l'éducation couche sur tard le finalement. sommeil. Et ça Sœur devrait Sylvie Royan commencer Parola. à l'école. Oh, à la maternité, enfin pour À la les crèche bébés. même. À la crèche aussi, bien sûr à l'école, à tous les niveaux d'école, à la maternelle, au primaire, au lycée, et alors surtout aussi dans les facultés de médecine. Vous imaginez qu'en fac de médecine, les médecins qui passent 10 ans maintenant de leurs études Elle a fait, elle, à fac de travailler médecine. sur l'homme éveillé passent 3 heures sur le sommeil. C'est quand même assez fou. Sylvie Et elle a fait Royan 7 ans Parola, de merci psychiatrie. beaucoup 5 ans de d'être médecine, venue 7 dans ans de Ma Vie Bien. Je psychiatrie. rappelle que vous êtes psychiatre et l'autrice du livre Comme tous les Notre sommeil, psychiatres. une urgence absolue aux éditions Odile 12 ans Jacob. d'études. À très bientôt. On Merci continue à lister les autres réflexes à adopter pour des nuits de qualité. Parmi eux, l'alimentation. Alors, que mettre dans son assiette pour un sommeil profond et réparateur? Les réponses de notre invité coup de cœur. Ça peut répondre à ta question, Claire chérie, c'est que tu m'as demandé ce que j'aimerais que tu achètes. Bonjour, docteur pour quand je viens. Guillaume Font. Vous êtes psychiatre, docteur en Encore. biologie cellulaire et moléculaire, et vous avez Et une c'est chaîne YouTube et un compte Instagram qui cumule environ 100 Il se succède, les psychiatres. Christophe André, lui, il est chroniqueur de l'émission. Le docteur Sylvie Parola, elle a son nom de jeune fille et son nom de couple. Et puis lui, le docteur Guillaume Font, ça fait 3 psychiatres. Et donc on va être bien renseignés. 40 000 abonnés, et vous êtes l'auteur de ce formidable ouvrage, Bien nourrir son cerveau, aux éditions Odile Jacob. Votre spécialité, c'est la psychonutrition, ou comment manger peut nous aider à ne plus déprimer, mais aussi à mieux dormir. Alors on a identifié avec vous 3 grandes règles alimentaires pour un repos réparateur. Tout d'abord, ce n'est pas une légende, il faut manger léger à l'heure du dîner. Mais oui. C'est les données Mais récentes de la chrononutrition pas forcément. qui nous montrent qu'une calorie n'a pas la même valeur selon l'heure à laquelle elle est prise. c'est encore pas forcément, parce que par exemple, si vous avez très faim le soir et que vous allez vous coucher en ayant faim, ça va être difficile. En général, oui, il vaut mieux manger léger le soir, mais si vous avez faim, non. Pas une légende, il faut manger léger à l'heure du dîner. Oui, ça c'est les données récentes de la chrononutrition qui nous montrent qu'une calorie n'a pas la même valeur selon l'heure à laquelle elle est prise. Et donc pour faire une règle simple, c'est déjà dire il faut manger le jour et pas la nuit. Ça paraît Ah ben évident oui. quand on le dit comme ça, mais c'est pas si simple. Et dans l'hiver, nos c'est modes plus de vie. compliqué. Exactement, surtout dans nos modes de vie à 100 à l'heure. Parce que souvent, on commence la journée en sautant le petit déjeuner parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut Moi, prendre jamais. la voiture, déposer des enfants. Jamais ça. Après, J'ai on jamais mange sauté le un petit déjeuner. sur le pouce. Et après, Il faut pas. en fait, on rattrape tout ça le soir. Et ça, c'est très mauvais pour Voire le sommeil. prendre un brunch. Surtout Mais... en ce moment, il y a la mode du jeûne intermittent. Beaucoup sautent le petit déjeuner. Mais alors mais c'est après, pas le problème, bon. c'est qu'on va peut-être se Même si on prend un rattraper brunch, même si on le prend à 11h, midi, le petit déjeuner. Alors dans ce cas-là, Faut en le fait, prendre. si vraiment on a un chronotype, puisqu'on en a parlé, en fait, quand on a un chronotype plutôt tardif, qu'on se lève tard, qu'on se couche tard, dans ce cas-là, le premier repas de la journée peut être le déjeuner, mais Oui. par contre, ça doit être un vrai déjeuner Un brunch. bien complet, donc pas négliger ce déjeuner-là, c'est encore possible. La barrière que je mets, c'est 15-16 heures, c'est-à-dire la majorité des aliments très caloriques avant 15 ou 16 heures, et à partir de 15 ou 16 heures, les aliments faiblement caloriques, Même comme les 17 légumes, heures. par exemple. Alors, nouvelle règle de l'alimentation du sommeil, c'est le tryptophane. C'est un Oui, acide aminé c'est important, essentiel ça. pour la qualité de notre Il y sommeil. en a au chocolat. Alors pourquoi et comment le consommer? Et pas que Tout dans le d'abord, chocolat. où est-ce qu'on trouve du tryptophane? En fait, il y a des aliments qui sont riches en tryptophane, comme la banane, les raisins rouges et la dinde, par exemple. Mais par contre, il n'est pas recommandé de les consommer, parce que si on a suivi ce qu'on vient de dire, la banane, par exemple, c'est assez calorique, c'est très riche en sucre, c'est parfait quand on fait de l'activité physique, pour récupérer après un effort d'endurance, par exemple. Par contre, c'est pas recommandé le soir, parce que justement, ce sucre ne va pas servir à nourrir notre activité physique, mais va se stocker dans la graisse.
Donc le tryptophane, en fait, il a prouvé son efficacité sous forme de complément très concentré parce que dans les aliments, il est accompagné d'autres acides aminés et le cerveau va choisir entre les acides aminés. Donc s'il arrive avec d'autres acides aminés, finalement, il ne va pas y avoir plus de tryptophane dans le cerveau. Alors que si on amène vraiment une dose concentrée, donc plus d'1 gramme de tryptophane, là le cerveau va l'absorber et il a été démontré que ça a amélioré le sommeil, notamment chez les personnes plus âgées, parce que notre sommeil se dégrade malheureusement au cours de la vie, c'est-à-dire qu'on dort mieux quand on est enfant, adolescent, on a tendance à dormir tard, puis après de plus en plus on va avoir des réveils nocturnes et le tryptophane peut améliorer ces réveils nocturnes. Qu'est-ce qui se passe avec le tryptophane? Pourquoi ça nous endort? Il a parlé de la Le dinde, tryptophane, par c'est exemple, où il y en a aussi. le précurseur de la sérotonine qui elle-même est précurseur de la mélatonine en fait. Et la mélatonine, c'est vraiment un marqueur, un rythmeur au cours de la journée. Quand on parle des écrans qui suppriment l'endormissement, la lumière bleue, c'est qu'elle supprime le pic de mélatonine de la glande pinéale. Donc le tryptophane nous aide en fait à synthétiser de la mélatonine tout au long du sommeil. C'est par ce mécanisme qu'il améliore les réveils nocturnes. Dernière règle alimentaire pour mieux dormir, évitez l'alimentation ultra transformée qui provoque du stress et de l'inflammation. Ça, on vous le dit, on vous le répète, mais c'est vrai. Ce sont les deux grands ennemis du sommeil. À la place, vous consommez de la vitamine D et des oméga 3. Mais alors, pourquoi? En fait, les oméga 3 sont anti-inflammatoires Le et poisson. ça va faire baisser la neuroinflammation, l'inflammation du cerveau. On a plein de sources de neuroinflammation, l'alimentation inflammatoire, le manque d'activité physique, la sédentarité, le manque de connexion sociale aussi, le tabac, l'alcool, la pollution atmosphérique. Enfin, il y a plein de raisons pour avoir une inflammation chronique de bas grade. Et les oméga 3, avec la vitamine D, en fait, Dans le ils ont un chocolat lien oméga 3. synergique, vont favoriser la synthèse Merci, de chérie. sérotonine dans les cascades, en fait, dans les neurones, et ça va améliorer notre sommeil par ce mécanisme-là et par l'extinction de l'inflammation. Et alors, par exemple, si on prend une cuillère à soupe d'huile de foie de morue, on a les deux, non? On a la vitamine D et Oui, les c'est très oméga riche, 3, ça. non? C'est pas bien ça? L'huile de foie de morue, Exactement, c'est c'est très une bonne riche. source à la fois Oui. d'oméga 3 et de vitamine D qui Ouais. était recommandée par nos grands-parents, là aussi, c'était dans le petit Nicolas. Le problème, c'est le goût, déjà. C'est fort. Elles auraient pas être aromatisées au citron maintenant. Mais c'est et très tout, riche. Tu les mets dans les Ah, salades. c'est encore pire. Moi, je ne mangerai pas vos salades. Ah, non, ça Mais c'est parce que vous n'avez pas goûté d'huile de foie de morue au citron depuis bien longtemps. Et l'autre problème, c'est aussi les huiles de poisson. En fait, il y a des problèmes Oui. de contaminants Ah bah oui, de bien plus sûr, en il y a plus. ça. Les Ouais, ça PFS, va, les microplastiques, c'est, le méthylmercure, c'est léger, le ça. cadmium. Bon, donc j'oublie mon huile de foie de morue. La solution pour moi, c'est l'huile d'algue. L'huile d'algue, what Ben, is c'est this? pareil. En fait, l'origine Les algues des sont oméga polluées 3 autant dans que les l'océan, poissons. Les poissons ne synthétisent pas les oméga 3, ils se nourrissent de plancton et c'est ce Ben oui, plancton et les qui planctons, ils se concentre nourrissent les oméga 3. d'algues. Ils les concentrent dans leur chair. Donc, Et nous mangeons c'est les pareil. poissons. Donc autant aller directement à l'origine des oméga 3. Oui, ben là, c'est comme si il disait, on doit manger de l'herbe c'est l'encapsulation, donc des gélules où ça au lieu de manger des herbivores. Voilà. Merci de la beaucoup, dinde ou docteur de la Guillaume viande. Font. Je rappelle que vous Donc, êtes c'est bon les algues, hein. en psychonutrition. C'est pour ça que le plancton et les poissons en mangent. Mais c'est plus riche les poissons Bien nourrir son cerveau contre le stress, la que les dépression, algues. l'anxiété, le déclin Et les deux sont autant cognitif. pollués. C'est aux éditions Donc Odile c'est pas un argument la Jacob, pollution avisé un à ce peu, niveau. dans Sinon on cette mange plus rien de émission. l'océan. Dans un instant, nous Plus comme percevons produit de la les mer, mais mystères ce du serait, sommeil avec la neuroscientifique Perrine Ruby qui nous explique comment ce réguler serait les négatif émotions grâce au de ne pas manger de super-pouvoir nos produits de rêves. la mer. Mais d'abord, Elsa s'attaque à ce fléau responsable de ces insomnies, la ménopause, évidemment. Ouais, ça concerne pas tout le monde, la ménopause. Alors, si ça vous concerne, vous pouvez regarder. Alors la ménopause, les molécules agissent directement sur un groupe de Ça. neurones situés dans l'hypothalamus du cerveau, qui sont responsables C'est la de la neurologie. régulation de la température corporelle. Cela permettrait donc d'air dans la mesure où l'ovaire fonctionne encore. C'est toujours la ménopause. Ils expliquent les bouffées de chaleur, d'accord. Merci. le traitement hormonal est donc la solution pour retrouver un sommeil de qualité à la ménopause. Problème, de nombreuses femmes se méfient de ces traitements. La cause, une étude américaine sortie en 2002 qui affirmait que les traitements hormonaux de la ménopause augmentent les risques de maladies cardiovasculaires et de cancer du sein. Depuis, l'étude a été invalidée et les bénéfices des traitements prouvés chez les femmes qui n'ont pas de contre-indication. Malheureusement, cela reste encore trop ignoré. On voit parfois des patientes qui sont dans une errance médicale, qui n'ont pas retrouvé un professionnel de santé pour pouvoir leur expliquer ou pour pouvoir les aider, et qui finalement font partie de ces femmes. J'ai parlé à un moment donné de génération sacrifiée, de celles qui, à cause de cette fameuse étude américaine, n'ont pas pu avoir accès à des solutions qui sont, dont on sait actuellement, quand on les fait de manière correcte, tout à fait sans risque.
Face à la peur que suscite la prise d'hormones, Voilà, donc deux médicaments, le fézolinétan le et fonctionnement. l'olanzapine, suscitent de l'espoir. Leurs molécules agissent directement sur un groupe de neurones situés dans l'hypothalamus du cerveau, qui sont responsables de la régulation de la température corporelle. Oui, Cela ce qui permet donne les donc bouffées de de chaleur. réduire les bouffées de chaleur et donc d'améliorer le sommeil. Mais ces médicaments pousseront-ils plus de femmes à traiter leurs symptômes? Alors l'efficacité n'est pas aussi importante que celle du traitement hormonal. Donc je vous ai dit que ça permettait d'améliorer globalement chez 95% des femmes ces symptômes. Là je dirais qu'on a une amélioration de l'ordre de 60 à 70%. Donc c'est presque aussi Des bien. femmes qui ont des vraies contre-indications au traitement hormonal chez lesquelles, comme je vous l'ai Donc, indiqué, nos en dehors de ça, ce qui concerne tout le monde sont les sources de tryptophane. Ça concerne tout le Est-ce qu'il monde. va remplacer le traitement hormonal? Certainement pas complètement, puisque le traitement hormonal, de par ses cibles d'action sur la totalité des symptômes, comme sur certains problèmes de santé, permet justement cette espèce de prise en charge globale, prise en charge un petit peu holistique de tous les problèmes Alors, de la femme. Ces nouveaux pour traitements, parler eux, du ne vont tryptophane, agir que sur les bouffées de chaleur. Et par effet domino, puisque c'est un essentiel. petit peu sur les cycles du sommeil. Ce qu'il faut retenir, le tryptophane est un acide aminé essentiel que le corps humain n'est pas en capacité de produire lui-même. Il doit donc le recevoir par l'alimentation. Dans le cerveau, le tryptophane est converti en sérotonine, qui est impliquée dans la régulation de l'humeur, donc c'est pas seulement le sommeil. De bons niveaux de sérotonine promettent une humeur stable et une sensation de bien-être. Le tryptophane se trouve dans de nombreux aliments, notamment dans la viande, le chocolat, les œufs, les produits laitiers, les noix et les graines. Après, on peut détailler. Voilà. Si vous devez manger une seule chose, c'est du tryptophane, donc de la viande, du chocolat, des œufs, des produits laitiers, des noix, des graines, mais aussi des oméga 3 avec les poissons. S'il faut manger deux choses, c'est du tryptophane, des oméga 3. Mais s'il faut en manger qu'une, c'est du tryptophane. Comme a dit le psychiatre, 1 gramme de tryptophane, donc il faut quand même en manger pas mal. Et un quatrième psychiatre. Et avec vous, on va constater que le sommeil peut nous rendre génial. Alors c'est un état actif où le cerveau régule ses émotions et optimise ses performances cognitives en acquérant de nouvelles compétences. Et vos études sont à la fois passionnantes et pleines de promesses. On va donc passer en revue avec vous les principales découvertes que vous avez faites au sein de votre service de pathologie du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors dans le cadre de vos recherches, vous vous êtes aperçu que le sommeil rendait génial. Oui, les grandes idées naissent en dormant. D'ailleurs, l'artiste Salvador Dali et l'inventeur Thomas Edison l'avaient bien compris. Quand ils séchaient sur un problème, ils s'endormaient sur leur chaise, une boule de métal à la main, pour être réveillé. Leurs muscles se relâchent sous l'effet de l'endormissement. Quand la boule tombait. Ils attendaient que... Enfin, ils attendaient pas. La boule chutait, faisait un bruit. Et là, ça les tirait de leur sommeil. Et c'est dans cette phase particulière de réveil qu'ils trouvaient bien souvent la réponse ou l'idée qu'ils n'avaient pas. On a appelé ça l'instant Eureka. Et votre collègue à l'Institut du cerveau, la chercheuse Cécilia Lacot, a mené une étude sur cette phase entre l'éveil et le sommeil qui nous rendrait génial. Ça s'appelle l'hypnagogie. La phase. YPN. Comment s'est déroulée cette expérience Hypna-A. et quels sont les YPNA. Hypnagogie. G-O-G-I-E. L'anecdote d'Edison qui tient un objet, qui le laisse tomber, qui a une idée géniale tout à coup, mais ça reste une anecdote un peu légendaire. Là, tout l'enjeu était d'essayer de montrer de façon systématique, scientifique, que cette manœuvre pourrait nous aider à être plus créatifs. Le paradigme était le suivant, il y avait une centaine de participants qui devaient somnologue, de chiffres et combiner deux chercheur à l'Institut du cerveau, Jean-Baptiste Marancy. Trouver un chiffre final qui était le résultat demandé. Ce qu'ils ne savent pas, cependant, du moins pas initialement, c'est qu'il y a une règle cachée à trouver qui en fait permet dès le début de la suite de trouver tout de suite le résultat final, ce qui fait gagner du temps et ce qui est beaucoup moins ennuyeux. Donc on les laissait faire ces centaines de suites et puis on leur demandait à un moment donné de s'allonger dans une chaise longue avec un objet à la main, façon Edison donc. Un certain nombre de participants s'endormaient, pas un sommeil très profond, le premier stade de sommeil, très léger, ils lâchaient l'objet. Ensuite, on leur demandait de refaire la même suite de chiffres, encore et encore. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu que ceux qui avaient réalisé ce petit sommeil, qui avaient lâché l'objet dans leurs mains, trouvaient la règle cachée, sans qu'on leur ait dit qu'il y en avait une. Cette espèce de moment Eureka finissait par advenir.
Un aspect intéressant de l'expérience, c'est que c'était pas au moment où ils lâchaient l'objet que le RECA se produisait. Il fallait qu'ils se remettent dans la suite pour que l'idée leur vienne. Un autre aspect intéressant, c'était le fait que s'ils faisaient du sommeil un petit peu trop profond, pas juste le premier stade de sommeil, mais ils ne trouvaient plus en fait. Donc, comme quoi il faudrait vraiment passer brièvement dans un stade de sommeil très léger. Une fenêtre de tir très légère, effectivement. Donc non seulement le sommeil nous rend génial, mais il booste aussi notre mémoire en jouant un rôle clé dans la consolidation de nos souvenirs. C'est-à-dire que quand on dort, Oui, notre c'est cerveau fait important le ça. tri entre C'est le les plus informations important dans utiles le et les sommeil. informations accessoires. Et quand on entre dans la phase de sommeil paradoxal, celle Les dont rêves. nous rêvons, il en profite pour digérer les émotions associées aux souvenirs du jour. Oui, rêver permet de réguler nos émotions positives, mais surtout négatives. Et en ce sens, le sommeil joue un rôle essentiel pour notre bonne santé mentale, comme en attestent les travaux de la chercheuse en neurosciences cognitives à l'INSERM, la passionnante Perrine Ruby, que notre journaliste Lucille Charlemagne a rencontrée. Ils ont pris que des pointures en intervenant. Bonjour. Pouvez-vous me dire à quel moment du sommeil on rêve? On a longtemps cru qu'on ne rêvait que pendant la phase de sommeil, Chercheuse qu'on à appelle le sommeil l'INSERM, paradoxal. neurosciences Mais en cognitives. fait, ça a été bien démontré maintenant qu'on peut se souvenir de ses rêves dans tous les stades de sommeil. Oui. En fait, ce qui est encore pas La musique, c'est Beautiful Freak de Hills. C'était quand j'étais au collège ma musique préférée. Et elle est vraiment très belle. très clair, c'est de savoir si on rêve toute la nuit ou par intermittence. Perrine Même de Ruby Radiohead, est l'une des qui l'a rares reprise. chercheuses en neurosciences à étudier le rêve. Selon ses études, il servirait notamment à réguler nos émotions. Pour commencer, peut-elle nous dire comment fonctionne le rêve? Le rêve, en fait, il utilise des souvenirs, mais il les fragmente. Il les modifie, il les transforme. À la fois, on est convaincu que la situation se passe pour de vrai, ce qui donne une puissance émotionnelle énorme, parce que si vous le vivez pour de vrai, alors les émotions sont aussi pour de vrai. Vous êtes en première personne, donc vous avez toutes les sensations, vous êtes comme dans la vie éveillée, mais pour autant, tout est possible. Les notions de morale et de convention sociale n'existent plus. Du coup, on peut faire des choses extrêmement bizarres, des choses qui sont pas morales, des choses qui sont physiquement impossibles. Ça peut vraiment créer des situations qu'on ne pourrait pas rencontrer à l'éveil. Le rêve, qui mêle différents souvenirs et qui ne s'embarrasse souvent ni des conventions sociales, ni de la morale, ou encore des limites physiques, permet donc de vivre des expériences inouïes d'une grande richesse émotionnelle. Mais alors, comment le cerveau agit-il pour réguler les émotions? Le premier mécanisme, ça serait quelque chose de l'ordre de la catharsis, où en fait le rêve Catharsis se en grec, contenterait de remettre ça veut dire en scène purifier, une purification. peur de la vie éveillée. Donc en fait de la réexprimer, ce qui permettrait Comme les cathars, elle est pure. peut-être tout simplement d'évacuer cette émotion. L'exprimer serait l'évacuer, ce qui est très compatible avec tous ces mauvais rêves qui évoquent des situations extrêmement désagréables avec de la peur, des émotions négatives. Mais l'autre caractéristique forte du rêve, c'est vraiment une machine à métaphoriser nos émotions. Le cerveau endormi, il symbolise nos émotions avec des images qui sont d'une puissance folle parce que il y a à la fois une justesse énorme et Ok, une catharsis, une alchimie expressivité spirituelle, incroyable qui permet en fait un une décalage. transformation. C'est une représentation de l'émotion, mais différemment. Donc ce petit décalage, cette petite transformation Et pardon, participe très parce qu'elle a dit un mot que je n'ai pas compris. et une expressivité incroyable qui permet en fait Ah, une un expressivité, décalage. pardon. C'est une représentation de l'émotion, mais différemment. Donc ce petit décalage, cette petite transformation participe très probablement à prendre du recul, à voir les choses autrement, à le mettre dans un contexte plus global, à prendre de la distance, tout simplement à représenter. Et en psychologie et clinique, la notion de représentation, représenter l'émotion, c'est tout à fait capital pour pouvoir s'en détacher. Du Oui, coup, comme il y quand aurait on parle. La catharsis, Ouais. la transformation, L'alchimie, notamment via la transformation. métaphore, et puis ce troisième phénomène qu'on a observé, un mécanisme de compensation. C'est-à-dire quand on est dans une situation très négative de manière aiguë à l'éveil, en fait, le cerveau endormi pourrait créer, puisqu'il peut faire ce qu'il veut, une situation extrêmement positive pour rétablir une sorte d'équilibre émotionnel, créer beaucoup de positifs pour contrebalancer le négatif Oui. de la journée. C'est Ce une alchimie mécanisme de émotionnelle. compensation nous permettrait aussi de mieux vivre les uns avec les autres. Rêver positivement de son patron après une journée difficile nous aiderait par exemple à mieux le supporter ensuite. Donc ça donne vraiment l'impression que la manière que le rêve a de trafiquer nos souvenirs, c'est vraiment pour
en diminuer l'intensité émotionnelle, quelle que soit la valence, que C'est ce soit positif ou négatif. améliorer Mais on a un peu cette intuition que nos quand même souvenirs. réguler nos émotions négatives, c'est quand même peut-être plus Mais oui, important, plus adaptatif. il On a l'améliore. l'impression que le cerveau endormi a plusieurs cordes à son arc pour pouvoir réguler nos émotions et que il Encore les heureux. déploie en fonction des contextes et des situations. C'est ça qu'il faut qu'on continue d'essayer d'explorer et de mieux comprendre. L'un des moments clés des recherches de Perrine Ruby a été le confinement de 2020, pendant lequel elle a réalisé une enquête auprès de plusieurs milliers de personnes pour étudier le rêve. Elle en a tiré un livre, Rêver pendant le confinement. Dans les grandes lignes, les résultats de l'étude ont montré une altération du sommeil lors de cette période. Alors que certains ont rapporté un nombre accru de rêves positifs, une majorité a surtout remarqué une augmentation significative de cauchemars. Mais au fait, quelle est la définition du cauchemar ? Un cauchemar, c'est défini comme un rêve qui est très négatif, qui fait peur et qui vous réveille. Voilà. Contrairement aux mauvais rêves, qui sont des rêves négatifs, mais qui Quel- ne vous réveillent pas. Parce qu'un Ouais. cauchemar, c'est un échec de régulation de nos émotions. Oui, Au cours du au point qu'elle nous réveille. confinement, en fait, le système de régulation des émotions avait l'air d'être saturé. Il y avait trop de choses, trop d'émotions négatives à gérer, et que du coup, le cerveau endormi n'arrivait plus à tout réguler. Avant de la quitter, j'ai une dernière question à poser à Perrine Ruby. Est-il possible de rêver de tout ? Oui, on peut vraiment rêver de tout. Je pense que la vie onirique qui est au-delà de la vie éveillée, même à chaque fois qu'il y a eu une hypothèse dans ma vie éveillée qui disait on peut pas faire ça en rêve, c'est toujours mon rêve qui m'a dit que si, on peut. C'est le rêve qui gagne. C'est le rêve qui gagne. Merci à Perrine Ruby, dont je vous conseille le livre Rêver pendant le confinement, ce que le rêve nous apprend sur le vécu des Oui, parce que leur Français et des émission, Français. elle a bien C'est 2 aux ans. éditions Écosciences. Ça va être Jean-Baptiste 2022-2023. confirmer l'importance de nos rêves dans Ça la fait un moment gestion de qu'on nos y émotions, fait. et plus particulièrement en ce qui concerne nos émotions négatives. Oui, tout à fait. Et il y a deux grands types de théories. La première, Perrine Ruby l'expliquait très bien. Il s'agit de venir traiter les choses qui nous sont déjà arrivées. Bon, imaginons, on sort de ce studio et on est les malheureux témoins d'un accident de voiture très violent. Il va falloir que demain, on s'en souvienne, tout de même. D'un autre côté, il ne faut pas qu'on se mette à paniquer à chaque fois qu'on croisera une voiture. L'idée, c'est que pendant nos rêves, les images vont revenir, comme l'expliquait Perrine Ruby, pas exactement les mêmes. On va mettre de la bizarrerie, de la métaphore, voilà, des éléments un petit peu incongrus. N'empêche, on va venir les rejouer, donc les mettre en mémoire, à nouveau il faut s'en souvenir, mais aussi les débarrasser de leur couverture émotionnelle. Ce qui fait que le lendemain, on se baladera dans la rue et on ne sera pas paniqué par la vue d'une voiture. L'autre grand type de théorie, c'est qu'on gère les émotions négatives qui ne nous sont pas encore arrivées. Avec l'idée un peu évolutionniste que quand on était un homme préhistorique et qu'on croisait un tigre à dents de sabre, ben on n'avait pas non plus trop longtemps pour se demander si cet animal était gentil ou méchant. C'est la survie. Se mettre à courir. Donc on en aurait rêvé préalablement pour nous indiquer que dans la réalité, quand on croise la situation, on doit être bien préparé. On continue à percer le mystère. Il a raison parce qu'il y avait 2 espèces humaines à l'époque préhistorique. Il y avait les Néandertaliens qui naissaient avec une mémoire, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui étaient guérisseuses, il y a des hommes qui étaient chasseurs. Ils savaient le faire dès la naissance. Et c'est ça l'évolutionnisme, c'est qu'on naît avec une évolution. Et donc de rêver, les rêves prémonitoires de façon générale, de rêver des choses qui nous arriveront plus tard, c'est un mécanisme de survie du cerveau et c'est effectivement de l'évolutionnisme. De nos nuits en s'intéressant à un phénomène absolument passionnant que vous avez étudié, docteur Marancy, le rêve lucide. Ça, c'est quand on modifie ses rêves, notamment Prendre, les le cauchemars. contrôle du scénario de ses rêves, comme si vous en étiez le rêve. Rêve durant lequel le rêveur, la rêveuse a conscience d'être en train de rêver. Le rêve lucide, on a conscience de son rêve et si c'est un cauchemar, on peut le modifier. Mais en dehors des cauchemars, ça n'a pas de réelle utilité, le rêve lucide. C'est surtout pour éviter les cauchemars. Réalisateur, le Steven Spielberg. Alors, ce n'est pas une fiction comme dans le film Inception. Pourquoi il parle de Steven Spielberg? Comment prendre le contrôle du scénario de ses rêves, comme si vous en étiez le réalisateur, le Steven Spielberg. Alors, ce n'est pas une fiction comme dans le film Inception. Christopher Nolan. Certaines personnes sont donc capables de maîtriser le contenu de leurs rêves. La personne est alors consciente qu'elle est en train de rêver. Oui, mais est-ce que c'est utile en dehors des cauchemars? Exercer un certain contrôle sur ce rêve, s'observer passivement son déroulement, tout en sachant qu'il ne s'agit pas de la réalité. Cela donne au rêveur l'opportunité d'influencer sa vie onirique. Oui. Expliquez-nous l'existence de ces rêves lucides et de quoi... C'est pas l'existence, tout le monde sait que ça existe.
Mais c'est à quoi ça Alors, sert? le rêve lucide, ça peut paraître un peu fantaisiste de prime abord, mais pourtant, on a les preuves scientifiques Oui, oui. formelles que ça a bien lieu, que ce ne sont pas des gens qui inventent qu'ils ont été lucides en se réveillant, parce que les rêveurs lucides peuvent nous envoyer des codes depuis leur rêve en train de se dérouler, notamment un code avec les yeux qu'on peut capter avec des capteurs placés sur le visage, ce qui a été la preuve d'un rêve lucide en train de se dérouler. Mais il rêve de quoi? Il rêve de quoi? Moi, j'ai envie de Alors savoir. imaginons, moi je veux passer une nuit torride avec Brad Pitt. Comment est-ce que je fais? C'est quoi le mode d'emploi? Alors, déjà, sachez que le rêve lucide, c'est savoir qu'on est en train de rêver. Oui. Le contrôler pour réaliser son fantasmagorie, c'est déjà un peu le niveau supérieur de rêve lucide. D'accord. Bon, il va falloir que vous commenciez à vous entraîner à faire un rêve lucide basique. Plusieurs techniques. Vous allez commencer à faire un carnet de rêves. Tous les matins, vous notez absolument tous vos rêves dans les moindres détails. Ça va faire que vous ferez plus de rêves, et on l'espère plus de rêves lucides. Deuxième étape, les tests de réalité. Je vous propose, je vais en faire un. Je regarde ma main. Elle est normale. A priori, je ne suis pas en train de rêver que je suis sur le plateau. Je suis réellement sur le plateau. Si j'avais en train de rêver, elle aurait été un peu bizarre. Un nombre de doigts qui ne correspond pas, elle aurait été de couleur verte, la texture changée, etc. Et ça m'aurait fait prendre conscience. Alors, il y a marqué rêve lucide, comment les repérer, le test de réalité. Essayez de respirer en se bouchant le nez et en fermant la bouche. Parce que si on est dans un rêve, ça va marcher. Regardez 2 fois la même page d'un livre ou regardez sa main, comme il a fait. Il y a plusieurs techniques, c'est-à-dire pour savoir si vous êtes dans la réalité ou dans un rêve, en gros. Ou se pincer, etc. Tiens, je suis en train de rêver. Une autre technique, c'est de lire quelque chose. Par exemple, bel et bien sur cette tasse. Je lève mes yeux, je lis à nouveau, il y a toujours marqué bel et bien, je ne suis pas en train de rêver. Si j'avais été en train de rêver, le cerveau n'est pas capable de garder du texte en Si mémoire. j'avais été Quand on en regarde train d'un de côté à rêver. l'autre, le texte a changé. Dernière méthode, la plus difficile, c'est de venir fragmenter son sommeil. C'est-à-dire de mettre par exemple un réveil à 5 h du matin, se réveiller, se dire Ça, je le fais je me mets souvent. en état, je vais faire un rêve lucide. Quand on se rendort à 5 h du matin, on passe plus rapidement qu'au coucher du À soir, l'état de rêve. dans un stade de sommeil qui est le sommeil paradoxal, qui est le stade quasi exclusif du rêve lucide. Et on va plus avoir tendance facilement à avoir ce petit rappel type je vais être lucide, je vais contrôler mon rêve. Et je me demandais, de quoi ils rêvent justement les rêveurs lucides? De ce qu'ils Vous, veulent, vous en avez rencontré plein? puisqu'on Ils rêvent décide de de ce quoi qu'on veut exactement? Alors, rêver. le grand classique, c'est qu'ils essaient de se mettre à s'envoler. Ouais. Quand ils sont un peu plus honnêtes, ils avouent aussi qu'ils essaient d'avoir des relations sexuelles avec leur star préférée. Brad Pitt, hein, pourquoi pas. Alors, c'est pas comme moi. Moi, depuis quand j'étais petit, je rêvais que j'allais voir les filles que j'aimais à l'école primaire, pas maternelle, peut-être à la grande section de maternelle ou le CP en tout cas, vers 5-6 ans. Je rêvais à des filles qui me plaisaient et je rêvais, donc elles étaient en train de dormir et je me voyais dans leur lit, puis je les voyais, certaines étaient en pyjama, certaines nues, etc. Donc voilà, mais il y en a qui font avec des stars, alors pourquoi pas. Et franchement, voilà, pourquoi pas, hein. On n'a pas de mal à se faire du bien, donc. Non. Alors Christophe André, d'un point de vue thérapeutique, quelles sont les promesses qu'offrent les rêves lucides, par exemple? Est-ce qu'on pourrait les utiliser pour atténuer les effets d'un deuil en parlant avec des proches disparus au cours de son sommeil? C'est incroyable. Ah non, c'est hallucinant. Je ne savais pas que vous alliez me poser cette question et j'allais dire, vous savez, moi je fais souvent des rêves lucides. Chaque fois que quelqu'un meurt dans mon environnement, je le vois en rêve, il débarque comme ça et je sais que c'est un rêve parce qu'il y a tous ces petits détails un peu étranges. Quand je regarde 2 fois un endroit, c'est plus tout à fait le même. Je dis, mais tu es pas mort? Il me dit, si. Et on continue à parler. Et ce truc est hallucinant. Donc, désolé pour cet aparté, mais effectivement, pour les thérapeutes comme moi, c'est très intéressant parce que on sait bien que ça peut être utile pour les histoires de cauchemars récurrents. Il y a des cauchemars qui sont très violents, très, très angoissants. Pour ce qu'il y a de pire dans la famille des cauchemars récurrents, c'est les cauchemars qui arrivent dans le cadre de stress post-traumatique. Il y a aussi apparemment chez les sportifs la répétition de mouvements qu'ils désirent maîtriser à l'excellence et qu'ils peuvent travailler en L'entraînement. rêve. Donc tout ça est quand même assez passionnant et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'ingénierie du sommeil, où on commence à explorer un petit peu Voilà, tout là, ce ils ont qui- montré on va voir les psychothérapeutes et l'ingénierie du sommeil, l'intérêt du rêve lucide. rêve, donc tout ça est quand même assez C'est pas resté longtemps. passionnant et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'ingénierie. Alors, ça sert pour intervenir directement sur un cauchemar, c'est-à-dire l'éviter. J'ai déjà dit souvent, quand j'étais au collège, mon frère qui était en primaire rêvait qu'il se faisait manger par des ours ou par des chats,
qui le tuait. Et du coup, je lui ai dit, ben, t'as qu'à les tuer. Donc après, il rêvait qu'il les tuait. Donc voilà, parce qu'il avait ses cauchemars. Après, se confronter à ses peurs, hein, ça effectivement, hein, si on a des phobies ou même des peurs, tout simplement. Après, pour améliorer ses compétences dans un domaine, ça c'est très bien, c'est très utile. Et après, pour examiner des émotions refoulées pour les traumatismes, effectivement, ça peut t'aider, Claire Chérie. Je sais pas si tu regarderas jusque-là, mais ça te serait utile si tu le regardes. Du sommeil, où on commence à explorer un petit peu tout ce qui... Auparavant, les psychothérapies, c'était de jour, avec les gens réveillés, et là, on s'aperçoit que exprimer des émotions refoulées. Pendant la nuit, pendant qu'ils dorment, pendant améliorer qu'ils ses rêvent, compétences on va agir sur dans un d'autres domaine, mécanismes, sur confronter à ses peurs, intervenir et j'ai l'impression, directement et sur un ça, cauchemar. j'aurais besoin de votre confirmation, que les neurologues aussi s'y intéressent. Apparemment, il y a des travaux sur les séquelles d'AVC, les séquelles motrices d'AVC, où on va aider les personnes à répéter certains mouvements, justement, enfin, c'est des choses assez techniques, assez compliquées. Donc, c'est vraiment une discipline apparemment d'avenir, cette ingénierie du sommeil. Alors, moi qui fais partie de l'ancienne génération, des fois, je me dis, ah, punaise, mais alors, si on va farfouiller dans notre cerveau, même quand on est en train de dormir, alors on s'en sortira pas, mais c'est quand même assez merveilleux les résultats qui commencent à être obtenus. Un mot? Oui, et c'est cette idée que c'est pas seulement notre vie éveillée qui nous entraîne à faire les choses, et qu'à nouveau, on rêve, justement parce que la neurobiologie du cerveau est différente, les mécanismes sont différents, on vient faire un replay, finalement se réentraîner à tout ce qu'on a fait dans la journée. Merci beaucoup, docteur Jean-Baptiste Maroncy. Je rappelle que vous êtes psychiatre, somnologue, spécialiste des pathologies du sommeil et chercheur à l'Institut du cerveau au cœur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vos travaux sont indispensables pour faire avancer la recherche sur la santé mentale et les maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. Vous avez donc besoin d'argent pour financer... Si vous voulez donner, c'est sur don.institutducerveau-icm.org. cerveau à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup. Merci à vous autour de la table, merci docteur, merci à vous devant votre écran de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Suivez et filmez. Ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Ali aussi sur France Inter à le 10h05 matin, dans Grand Bien vous fasse. 10h05. Vous êtes toujours aussi nombreux à regarder Agathe. Je vais pas réussir à couper à 36-36. À 9h30 sur France 2. Dans les maternelles, qu'on peut pas mettre sur Bien YouTube. sûr, soyez au Si c'est rendez-vous, bloqué. Même heure, même jour, même chaîne. D'ici là, passez un bon week-end et injonction. Oui, parce que c'est le samedi matin. Prenez soin de vous. Prenez soin. Ah, 36-36. Bon.